Des territoires, des forêts obscures aux jungles urbaines, des châteaux hantés aux cités futuristes, au détour de chemins, de ruelles obscures ou dans notre quotidien le plus ordinaire, peut faire irruption une rencontre, une situation qui éclaire l'autre face du monde dans une inquiétante étrangeté. N'est-ce pas un des grands rôles de la littérature ? Avec cette émission bimensuelle sur Thème Radio, je présente un coup de cœur de la littérature de la fantaisie, de la science-fiction, du fantastique ou du merveilleux. Embarquons donc à la découverte des chroniques de l'imaginaire. Pour cette émission du mois de février, je reçois Émilie et Garance, élèves de terminale HLP du lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube, pour découvrir ou redécouvrir La boîte de Pandore de Bernard Werber. Bonjour Émilie, aujourd'hui vous allez nous présenter votre coup de cœur du moment. Pourriez-vous nous en parler un peu plus ? Bonjour Garance. Oui, aujourd'hui je vais vous parler du roman de science-fiction La boîte de Pandore, écrit par Bernard Werber en 2018. Dans ce roman, nous sommes plongés dans la vie de René, un professeur d'histoire. Il découvre lors d'un spectacle d'hypnose la capacité humaine à entrer en contact avec ses vies antérieures. C'est ce que l'on appelle de l'hypnose régressive. S'ensuit de nombreuses péripéties, puisque par exemple le professeur va tuer un homme, se retrouver 2 fois en prison et même aller dans un hôtel psychiatrique. Bernard Werber est surtout connu pour sa trilogie des fourmis. Cependant, l'ouvrage que vous avez choisi l'est moins. Pourriez-vous nous expliquer la raison de ce choix ? Oui, effectivement, La boîte de Pandore passait un peu à la trappe par rapport à d'autres de ses romans de science-fiction, mais je vous garantis qu'il est tout aussi bien. Je pense que si j'ai choisi aujourd'hui de parler de ce roman, c'est parce qu'il m'a permis un peu de réfléchir sur la société, mais aussi sur les nombreuses capacités cérébrales de l'homme, parce que c'est des capacités qui sont un peu inconnues pour l'instant. Et personnellement, je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir imaginer que nous possédons des potentiels vie intérieure et qui influent sur la vie que nous avons actuellement. De plus, Bernard Werber, il m'intrigue tout particulièrement parce que j'aime beaucoup son style d'écriture et sa façon d'expliquer les choses dans son roman. C'est vraiment simple à comprendre et il y a vraiment une multitude de thèmes qui sont assez complexes, qui sont développés. Et du coup, je trouve vraiment sa façon d'écrire qui est très intéressante et vraiment passionnante parce qu'il parvient à captiver l'attention du lecteur de façon assez imaginative. Il se pose des questions scientifiques que tout le monde s'est peut-être déjà posées dans le passé, mais qui restent parfois sans réponse. Du coup, par exemple, est-ce que la réincarnation existe-t-elle ? Ou encore, est-ce qu'on a déjà eu une vie passée avant la nôtre ? Du coup, on ne connaît pas la réponse à ces questions. Et pourriez-vous nous parler un peu plus des thèmes principaux du roman et de ce qui vous intéresse à l'intérieur ? Je pense que les thèmes de La boîte de Pandore sont l'hypnose et la mémoire. Tout d'abord, il y a l'hypnose, parce que c'est une technique qui est utilisée par René pour se plonger dans ses vies antérieures. Et au fur et à mesure du roman, il parvient à développer, à améliorer sa technique hypnotique. Et du coup, lui, il commence à pratiquer de l'auto-hypnose. Donc, il s'hypnotise lui-même, on va dire. Donc, du coup, il ferme les yeux, il se détend, puis il descend un escalier. Et enfin, il se trouve devant un couloir constitué de 111 portes, qui représente du coup pour lui ses 111 vies antérieures. Et donc derrière chaque porte, il y a une vie différente qui est développée, avec du coup une personne différente. Donc là pour le coup ça peut être soit un homme ou soit une femme. Et donc chaque personne possède des qualités qui lui est propres, mais du coup aussi des défauts. Ça permet à René de rentrer en contact avec certaines de ses vies. Par exemple, dans une de ses vies antérieures, il a été un soldat de la Seconde Guerre mondiale, ou un galérien à l'époque romaine, et même un habitant de la cité d'Atlantide. Donc ce qui m'intrigue aussi beaucoup, c'est de se demander si cela peut se révéler être réel, donc les vies antérieures. Et personnellement, je vous laisse faire votre propre avis sur la question. Mais du coup, selon moi, l'hypnose, ça peut se révéler être une capacité à apprivoiser ce que l'on ne connaît pas vraiment sur nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Et du coup, cette méthode hypnotique, elle est parfois utilisée justement à des fins médicales pour soigner les personnes qui sont par exemple atteintes d'addiction, par exemple la cigarette. Et du coup, je pense sincèrement qu'il n'y a pas que les formes d'addiction qui peuvent être soignées par l'hypnose et qu'il y a une utilisation qui peut vraiment être plus poussée.
Mais alors, à quoi fait référence le titre de l'ouvrage qui me semble n'a pas de lien direct avec les deux thèmes principaux que sont l'hypnose et la mémoire? Eh ben, le lien direct qu'il y a avec le titre du roman et l'histoire, c'est que la première fois que René il s'est fait hypnotiser et qu'il a pu du coup accéder à une de ses vies antérieures, c'était lors d'un spectacle qui se situait sur une péniche dont le nom était La Boîte de Pandore. D'accord, merci. Et y a-t-il un passage qui vous a particulièrement plu? Bah, tout le roman il m'a intéressée, mais si je devrais choisir un passage, ce serait un moment où on voit une utopie avec du coup les Atlantes, parce que c'est vraiment un paysage qui est fluorescent, on y voit beaucoup de la nature et bah, personnellement ça m'a un peu touchée parce que je me suis dit que si la société actuelle elle était comme ça, et ben ça serait peut-être mieux entre guillemets. Et est-ce que vous pourriez nous lire un extrait du roman? Oui, pas de souci. Donc l'extrait que j'ai choisi, c'est une note écrite par René parce qu'il tient compte dans un petit carnet qu'il appelle Mnemos de tous les mensonges de la société ou alors des informations qui lui semblent être importantes à retenir. Mnemos nu nécessaire. Tout change en permanence, nos chairs comme nos esprits. Dans la Grèce antique, le serpent était le symbole du fleuve l'été de l'oubli, car le serpent effectue une mue visible et spectaculaire. Quand il perd son ancienne peau, une neuve apparaît. Durant la mue, le serpent est aveugle. Une fois la mue accomplie, le serpent doit se débarrasser de l'ancienne peau qui l'encombre. De la même manière, durant notre sommeil, nous accomplissons un tri. Nos souvenirs de la veille se séparent en deux, ceux qu'il faut oublier et ceux qu'il faut mémoriser. Paradoxalement, le phénomène d'oubli, donc l'abandon de l'ancienne peau, est nécessaire au bon fonctionnement de notre cerveau. Si nous devions nous souvenir de tout ce qui nous arrive dans la journée, notre cerveau serait rapidement encombré, puis saturé. Il s'épuiserait à gérer une si grande masse d'informations, ce qui nous empêcherait de réfléchir ou de former de nouveaux souvenirs. Quant aux rêves, leur fonction est de récupérer des morceaux de mémoire qui ont été évacués par erreur et que l'inconscient considère comme nécessaire de conserver malgré tout. Dans l'extrait que vous venez de lire, on prend bien compte du rôle de la mémoire tout du long du roman. C'est un élément clé pour comprendre l'état du personnage. Mais pourriez-vous nous parler un peu plus de votre rapport à ce thème qu'est la mémoire? Celui-ci vous touche-t-il? Oui, en effet, en explorant la mémoire dans son roman, Bernard Werber nous engage dans des réflexions sur la façon dont nous nous souvenons et comment la mémoire façonne notre identité et qu'elle influence aussi nos décisions. Et la mémoire, elle est soit aussi individuelle ou collective, et elle est utilisée comme un moyen de révéler des vérités profondes sur la nature humaine ou sur les sociétés. Et ben du coup, personnellement, je pense que j'ai un peu un rapport compliqué peut-être avec la mémoire, parce que mon cerveau, il peut être, comme plusieurs personnes, je pense, saturé d'informations, et du coup, ma mémoire, elle suit pas forcément tout. Et peut-être que l'hypnothérapie peut être un moyen, comme d'autres potentiellement, de s'effacer en quelque sorte du monde et de retrouver un équilibre entre les pensées, la mémoire et aussi les souvenirs. Si l'on s'intéresse de plus près au personnage de René, que pourriez-vous retirer de ses expériences de revivre ses vies antérieures? Et ben, au début du roman, René, c'est un personnage qui est plutôt de nature stressée, anxieuse. Quand il donne ses cours d'histoire à ses élèves, il se rend compte que les jeunes, ils sont un peu désabusés de l'école. Leur seul objectif, c'est un peu d'avoir des bonnes notes et d'avoir le bac. Et du coup, en découvrant ses vies antérieures, René, on va dire, il se transforme. Et c'est plus le même homme, il devient serein, courageux. Et donc, c'est plutôt des expériences qui sont bénéfiques pour René. Comme dernière question, je vous demanderai ceci. Imaginons qu'il soit possible de retourner dans le passé. Y voyager vous plairait-il? J'ai un peu un avis mitigé sur cette question. Parce que pour moi, le voyage dans le temps, c'est quelque chose de fascinant. Et je pense honnêtement que si on peut retourner dans le passé, ça pourrait nous offrir des opportunités uniques pour comprendre, par exemple, l'histoire. Et aussi de corriger un peu des erreurs ou simplement vivre, par exemple, des moments avec des personnes qu'on aimait avant. Mais cependant, c'est que l'idée de voyager dans le passé, ça suscite chez moi un peu de la peur sur les conséquences imprévues que ça pourrait impliquer. Donc je pense que de retourner dans le passé et de modifier justement des erreurs, ça pourrait vraiment entraîner des répercussions qui sont un peu, on va dire, inattendues
sur le cours de l'histoire et justement sur nos vies et celles des autres. Et bien par exemple, si une personne arrive à retourner dans le passé et modifie un de ses choix qu'elle juge peut-être de mauvais, et ben ça aurait des répercussions sur le présent, donc sur nos vies maintenant. Et ça se trouve, je ne serais pas en train de parler avec vous actuellement, Garance. Eh bien, merci Émilie pour cet entretien très enrichissant sur la boîte de Pandore de Bernard Werber. Ben, merci à vous. Vous avez entendu une présentation de la boîte de Pandore de Bernard Werber. Merci Barbara pour le montage. Un très grand merci à Amandine Chantreau, enseignante documentaliste du lycée Gaston Bachelard, pour le travail de préparation. Et bien sûr, je remercie Émilie et Garance pour cet entretien. Au mois prochain pour de nouvelles chroniques de l'imaginaire. D'ici là, portez-vous bien.